Je voudrais simplement, justement, porter quelques points qui ont retenu mon attention. Et le premier, c'est le fait que nous soyons là, nombreux. Et en plus, si je vois à peu près, tout à l'heure en tout cas, là je ne vous vois pas bien, mais plutôt des quadras et des quinquas qui viennent, je crois, ici, en entendant les uns et les autres, qui viennent justement pour devenir de plus en plus des leaders positifs au sens d'être au service de la vie, comme on vient de l'entendre. Et ça, je trouve que ce n'est pas banal, en particulier dans le monde des affaires, dans le monde capitaliste, dans le monde de l'économie qui parfois semble plutôt dévoreuse d'humanité. Et je trouve que ce n'est pas banal que nous cherchions ensemble, avec des voies qui sont multiples. La mindfulness en est certainement une. Il y en a d'autres. À devenir davantage des hommes et des femmes ouverts à notre globalité et à la richesse intérieure comme à la richesse de la relation. Et ça, je trouve que ce n'est pas banal du tout, c'est ce que je retiens en premier. Et Yves, merci de m'avoir convié pour la 3e fois à être témoin et participant de cela. On a parlé de formation et d'attention. Alors le formateur que je suis comme recteur d'une université catholique et d'autres qui sont ici présents avec moi, dans cette aventure-là, nous savons bien que notre désir numéro 1, c'est vraiment de former tout l'homme, et l'homme global en particulier. Alors, vous nous avez parlé d'attention. Alors j'ai pris quelques notes quand même pour que ce soit les mots que j'ai entendus. Alors l'un d'entre nous a dit « L'attention et le temps sont les 2 ressources les plus importantes de l'existence humaine. » Y compris d'ailleurs, j'ai compris, pour bâtir une cathédrale. L'attention, une attention ouverte. J'ai entendu l'attention comme une démarche de disponibilité à soi, de disponibilité à l'autre, d'éveil à soi, d'éveil à l'autre, de soin même avec soi. J'ai entendu le mot soin et je trouve que c'est très beau. Attentif à soi, attentif à l'autre, j'ai entendu aussi donner de l'attention. Et je me suis dit aussi qu'en donnant de l'attention, peut-être qu'on grandissait en attention, si elle est vraie. Écouter l'autre, c'est sorti tout le temps, et tout de suite même, écouter. C'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire, mais c'est vrai aussi que cette écoute est capitale. C'est celle d'ailleurs de la plupart des moines dans toutes les religions. C'est aussi le « écoute Israël » qui dans la Bible est capital. Écoute. Écouter l'autre, écouter le monde, écouter son monde intérieur pour intégrer et pour mieux comprendre et discerner. J'ai entendu combien l'attention est facteur de lien social. Voilà. L'attention à son collaborateur, je le suppose bien, dans la vie d'entreprise. Et dans une université, vous savez, c'est aussi une entreprise de formation. L'attention qui garde de la bienveillance envers l'autre, et ce n'est pas si simple tous les jours, avec des hauts et des bas. L'attention qui peut aussi être captée. L'attention, c'est ce qui est le plus beau, on entend bien, et ça peut être capté. Alors, capté à l'insu de notre plein gré par le neuromarketing, capté parce que distraite par beaucoup de bruit, capté aussi, y compris, on a compris, par les politiciens. Bon, voilà. Mais capté aussi parfois par le digital qui peut être le meilleur comme le plus captant, justement. On a compris que pour que cet éveil de l'attention puisse être vécu de manière
profonde, et tout ce qui peut apaiser le stress du quotidien qui nous est si familier, et que parfois d'ailleurs on peut utiliser pour exister, artificiellement sans doute. Sans mon stress, qui serais-je ? Peut-être que ce soir on nous a invités à regarder « Sans mon stress, qui suis-je » ? Et ce rôle de la méditation devant tout cela, le rôle de la méditation qui ouvre, qui permet de prendre conscience, d'ouvrir sa conscience et de l'ouvrir très largement. C'est en effet intéressant de voir aussi comment, par leur propre biais, les neurosciences ouvrent aussi des perspectives à leur manière de science, c'est autre chose que de la méditation, ouvrent des perspectives et notamment en regardant ces différents éléments, nous travaillons aussi à l'Université catholique de Lyon, les liens entre le discernement selon l'esprit de saint Ignace de Loyola, qui est plus la voie que je pratique, et justement comment on fait un discernement quand on a des décisions à prendre, y compris comme manager, et comment que ce que nous dit les neurosciences de ce qui se passe depuis l'expérience de Libet jusqu'à le discernement plus profond. Et en effet, contrairement à ce qu'on pensait quand j'étais jeune, c'est-à-dire au siècle dernier, justement, émotion et raison peuvent marcher de concert et non pas les opposer. En même temps, éprouver les émotions, éprouver une motivation intérieure, mais aussi l'attention, justement, elle est là, elle est nécessaire pour sélectionner, filtrer les différentes informations sensorielles, se rendre attentif à ce qui a du poids et à ce qu'il en a moins. Les capacités attentionnelles sont comme mises en lumière, et en particulier le rôle de la méditation profonde est là pour aider à une forme de réordonnancement des différentes interférences que l'on peut ressentir et améliorer justement la dynamique de l'attention en nous permettant d'intégrer ce que nous vivons et le plus essentiel de ce que nous vivons. C'est pas banal de voir non pas une preuve, parce qu'on ne cherche pas dans la science des preuves de la méditation. La méditation n'a pas besoin de preuves, mais en même temps de voir comment nous sommes entièrement liés et que notre cerveau dans notre corps est pleinement enraciné pour la méditation aussi. Je trouve fort aussi que nous puissions prendre conscience ensemble un peu plus davantage comment la soutenabilité des rythmes de vie, l'une d'entre nous a dit ça, pour bien vivre le moment présent est quelque chose d'essentiel. Et je me souviens c'est pas Saint-Augustin, mais quelqu'un d'aussi important que lui qui disait « Si tu as peu d'activité dans ta journée, tu peux prier un peu. Si tu en as beaucoup, prie beaucoup. » Intelligent. Je pense aussi à ce qui nous a, et la méditation qu'on vient de faire peut-être c'est ce qui s'est passé, ce qui nous a aussi boosté, et merci Emmanuel de nous avoir partagé l'attention selon Simone Weil. Quelque chose qui tourne autour de ce qui dépasse nos intelligences logico-mathématiques, que personnellement je ne rejette pas du tout, nos intelligences émotionnelles, et si on peut en effet marier ces différentes formes d'intelligence, sans doute que nous ouvrirons davantage, et c'est ce qu'on a entendu ce soir. Et comme si dans cette prise de conscience, dans le silence et dans la conscience de soi, quelque chose d'infini et de tout simple et comme un murmure était en train de se dire. Comme si quelque chose, lorsqu'on fait l'expérience de cette méditation en profondeur, nous traverse comme quelque chose qui est bien en nous, qui est bien par nous et qui est plus grand que nous et qui nous met du coup en relation avec ce cosmos tout entier et en relation avec d'autres. Et je trouve que ce que nous dit Simone Weil est une invitation extraordinaire, et vous l'avez très bien dit,
mindfulness, voilà, pleine d'attention, c'est ce que j'ai entendu dire, et que à travers le mindfulness, comme à travers d'autres voies de méditation, il y a quelque chose qui nous met en lien avec un infini qui nous dépasse. Blaise Pascal, que j'aime beaucoup, et qui lui était à la fois un grand penseur et qui a fait une expérience mystique extraordinaire et qui a su allier les deux, et qui du coup a compris que penser, c'était pas simplement penser avec son mental, mais c'était aussi penser avec son cœur qui a des raisons que... Voilà. Eh bien, lui, il dit, l'intelligence justement reconnaît une chose lorsqu'elle est menée le plus loin possible, c'est qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. Et c'est justement ce qui la dépasse que la conscience peut prendre en compte, et c'est ce qui le dépasse qui nous entraîne vers un infini qui est tellement au-delà justement de nos représentations. Et ça, c'est la grande expérience des mystiques, mais on n'a pas besoin de s'appeler grand mystique pour ressentir, éprouver, ouvrir et s'ouvrir à ça. Et ce soir, me semble-t-il, quelque part, c'est ce qu'on a entendu dans les diverses expériences partagées. Nous sommes à Lyon, et permettez aux chrétiens que je suis de citer saint Irénée de Lyon. Au IIe siècle après Jésus-Christ, il disait déjà, il parlait de l'homme chair, âme, esprit. Alors le mot âme a beaucoup voyagé depuis, mais le mind est dans l'âme pour lui. Bon. Et il disait, l'homme, c'est le mélange, et ce qui fait l'humain, c'est le mélange et l'union de ces trois dimensions, et le physicien que je suis rajouterait intriquées les unes dans les autres. Les trois dimensions de la chair, il ne dit même pas le corps, il dit la chair, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi là en effet ? À travers le mind, à travers l'âme, c'est la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire cette ouverture à cet infini qu'on peut ressentir quand on prend conscience de ce qui nous habite. Cet infini qui est assez extraordinaire parce qu'il est à la fois au-delà de tout ce que je peux penser et réfléchir et en même temps plus intime à moi-même que moi-même. Il y a là une expérience qui peut nous unir, quelles que soient les voies que nous prenions pour la vivre, et qui est une expérience assez extraordinaire de l'humain responsable et en lien. Alors on nous a dit aussi que l'amour rend plus compétitif, c'est ce que j'ai noté, l'amour rend plus compétitif. Alors ça vaut le coup de vérifier comment on le vit dans le quotidien. Et cet amour qui nous rend plus compétitifs, et Simone Weil elle l'a ressenti aussi me semble-t-il, c'est un amour qui à la fois nous personnalise fortement et qui nous conduit à une forme d'abandon de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a comme représentation. Il y a une forme d'abandon dans l'amour qui personnalise parce que il nous fait voir quelque chose de plus grand que nous et qui est pourtant en nous. Et dans l'expérience des énergies spirituelles et physiques dont on a parlé, dans l'expérience du souffle, il y a bien quelque chose qui passe en nous, qui est de nous, qui dépend en partie de nous et qui est plus grande que nous et qui rejoint l'autre. Et je voudrais terminer en ouvrant deux petits exemples. Un grand philosophe pour moi qui s'appelle Jean Vanier, alors il n'est pas connu comme grand philosophe, mais c'en est un, qui a passé toute son existence à travers l'arche dite de Jean Vanier, à cheminer, lui qui est un grand philosophe, qui a l'habitude de penser, de faire marcher son mind pleinement. Eh bien, il a passé une grande partie de son existence avec des personnes handicapées physiques, moteurs, cérébrales. Et il dit lui-même, et quand on l'entend, ce n'est pas du tout des mots en l'air, il dit lui-même qu'il a appris la vraie vie et la vraie philosophie au fur et à mesure de ce compagnonnage de conscience à conscience, y compris avec des personnes dont la conscience est quelque part en apparence mutilée. Ça aussi, c'est l'ouverture à cet infini, à ce plus petit qui nous donne quelque chose d'infini et qui ouvre en effet à cette conscience universelle. Et je terminerai par une deuxième histoire
qui est raconté par un scientifique et qui ouvre, me semble-t-il, aussi de manière extraordinaire à ce que l'attention collective, pleine d'amour et de prise de soin, elle peut ouvrir à une intelligence très forte. Il raconte, ce scientifique du Collège de France, qui étudiait le comportement de tribus chez nos ancêtres, c'était les Homo, je ne sais plus comment, avant les Sapiens, et ils étaient sur une tribu où ils ont remarqué, ils ont retrouvé les fossiles, qu'il y avait plus de 40% des membres de la tribu qui étaient des handicapés physiques et peut-être cérébrales. Et quelle n'a pas été leur surprise quand ils ont fait les mesures de durée de vie? Ils ont vu que la tribu dans laquelle il y avait le plus nettement d'handicapés était la tribu où la moyenne d'âge était la plus élevée. Et ils se sont dit, comme hypothèse, cette tribu, prenant conscience du nombre important d'handicapés, de personnes handicapées, prenant conscience finalement du plus petit, s'est mobilisée pour que son intelligence collective serve aux plus petits et chacun a une durée de vie plus élevée. Oui, moi, il me semble que cet infini qui nous habite, il se dit dans le plus petit, qui n'est pas simplement dans l'handicapé, mais qui est peut-être en vous, en moi, et qu'on peut ressentir quand on est dans le silence. Merci.